La fusée européenne Ariane 6 est enfin parée au décollage, installée sur son pas de tir à Kourou en Guyane. Elle a effectué fin juin sa dernière répétition générale complète avant ce lancement inaugural prévu tout à l'heure vers 15 heures heure locale. Un premier vol plusieurs fois retardé, attendu évidemment de longue date pour faire face à la concurrence américaine. On en parle avec vous, Julia Seeger. Bonjour Julia, c'est Business Science et c'est un lancement inaugural pour le moins très attendu. Oui, vous l'avez dit, après 4 ans d'attente et de retard, le vol devrait avoir lieu donc ce soir. Ariane dispose en fait d'une fenêtre de lancement de 4 heures. Donc vous l'avez dit, heure de Paris, c'est 20 heures jusqu'à minuit pour procéder à la mise à feu. Il faut que toutes les conditions soient réunies. Les conditions techniques, ça veut dire par exemple un diagnostic de pré-lancement impeccable. Ça veut dire vérifier tous les sous-systèmes, la propulsion, la télémétrie. Ça veut dire aussi toutes les conditions météorologiques doivent être également ouvertes. Donc il n'y a pas aujourd'hui de garantie que le lancement se fasse ce soir. En tout cas, les équipes d'Ariane Group ont bien indiqué qu'ils voulaient vraiment que ça se fasse avant le 31 juillet. Alors, je vais essayer de vous faire revivre ou vivre ce lancement avant l'heure. Le premier moment critique, ça va être effectivement l'allumage des feux donc de ce moteur Vulcain 2.1. C'est toujours une étape délicate parce que là, on parle d'une toute nouvelle fusée. Donc, on a fait évidemment des pré-tests, mais il y a beaucoup de problèmes qui peuvent survenir. Et il faut comprendre que déjà, si elle décolle, ce sera considéré comme une victoire. Alors, quelques minutes plus tard, après le décollage, vous avez les boosters latéraux qui vont, vous allez le voir sur les images dans un instant, mais les boosters latéraux qui vont se détacher, c'est ces boosters qui permettent en fait de dévier la gravité et d'envoyer ce lanceur dans l'espace. Ensuite, donc ils vont se séparer de ce premier étage. Ensuite, une fois que le lanceur aura, là vous voyez la coiffe qui va aussi se retirer. Ensuite, vous avez un autre moment de grande tension, c'est la séparation des 2 étages avec un deuxième moteur que l'on appelle Vinci qui va se mettre en route et qui va permettre justement d'atteindre l'orbite. Ensuite, on passe sur une phase de croisière d'environ 40 minutes. Et là, eh bien, pour la première fois, Ariane 6 va larguer sa première charge utile, c'est-à-dire la première salve de satellites. Quelques secondes plus tard, une deuxième charge de satellites. Et voilà, ensuite, on passe sur la toute dernière étape qui est le désorbitage. Et là, c'est grâce à ce moteur Vinci qu'on va pouvoir rediriger ce deuxième étage de la fusée vers la Terre. Et quand il re-rentrera dans l'atmosphère, eh bien, il se désintégrera, il brûlera en fait. Bon, c'est sacrément technique. Il faut technique, passer des étapes pour dire ouf. Mais c'est pour savoir que vous allez être vraiment en haleine tout du long parce qu'il y a plein d'étapes et il faut que tout. Sachant que vous nous avez dit si elle décolle, c'est déjà un succès. C'est vrai. Ariane 6 n'est pas un lanceur réutilisable. Effectivement, ça va en décevoir beaucoup, comme par exemple Falcon 9 de SpaceX qui peut réatterrir sur Terre. Ariane 5 n'a pas vocation à être récupérable, si vous voulez. En fait, c'est parce que c'est à cause de la cadence du nombre de satellites qu'elle a l'intention de mettre en orbite. Comme nous l'explique Mathieu Chaise, c'est un ancien ingénieur système pour Ariane 6 et cofondateur de Alatir Space. On l'écoute. En 2012, quand la décision de faire Ariane 6 est lancée, effectivement, il n'y a pas le choix de la faire réutilisable. Parce que d'abord, ça doit répondre à une urgence qui est économique. Il y a une forte compétition sur le prix des lanceurs et il faut une réponse forte. Et économiquement, d'ailleurs, ça fait peut-être pas sens par rapport à la cadence de vol qui est visée, hein, c'est-à-dire lancer 9 à 10 fois par an, d'avoir quelque chose qu'on réutilise. Et de manière plus concrète, on n'a pas non plus de moteur qui soit compatible à l'époque de la réutilisation. Donc, est-ce que l'Europe, à l'époque, veut se lancer dans le développement d'un nouveau lanceur et d'un moteur compatible de la réutilisation? Donc, ce n'était pas le cas, d'où le choix de l'architecture d'Ariane 6 aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant que l'Europe ne s'y prépare pas, puisqu'il y a le projet de démonstration Thémis qui met en œuvre le moteur Prometheus, hein, qui est développé par l'Agence spatiale européenne avec le CNES et Ariane Group, qui permettra justement à terme d'avoir des lanceurs réutilisables. Alors, sur Ariane 6, si je peux me permettre le jeu de mots, il y a des ruptures technologiques à tous les étages. Voilà. Et à commencer, vous le verrez ce soir, hein, les boosters qui sont sur le côté, qui permettent aux lanceurs de s'arracher de la gravité terrestre. On peut jouer sur un nombre de boosters, ce qui n'était pas possible sur Ariane 5. On peut en mettre 2 ou 4, suivant la performance, suivant la masse qu'on a besoin de mettre en orbite. Et en plus, ces boosters, on les partage avec un autre lanceur européen, Vega C, qui est plus petit, et c'est le premier étage de Vega C. Donc, on fait des économies d'échelle dans la production de ce booster. Mais la plus grande innovation pour moi, c'est le moteur Vinci de l'étage supérieur, hein, qui va vraiment mettre à poste les satellites, puisqu'il est cryotechnique, hydrogène liquide, oxygène liquide, et on peut le rallumer en orbite. Et rallumer en orbite, ça sert à quoi? Ça sert à faire des missions beaucoup plus complexes. On peut adresser plusieurs orbites, on peut avoir plus de performance en orbite basse, notamment pour les constellations. Mais surtout, en fin de mission, on fait le ménage derrière soi, on rallume l'étage et on évacue
les orbites où sont les satellites d'intérêt. On fait une désorbitation contrôlée de cet étage supérieur et on ne laisse pas de débris. Et ça, c'est essentiel. Bon, il y a de fortes attentes, il faut une réponse forte, disait à l'instant Mathieu Chaise. Pourquoi ce lancement est-il aujourd'hui si important pour l'Europe? Alors, il y a de nombreux enjeux, mais le premier, c'est redonner à l'Europe un accès indépendant à l'espace. Ça va paraître fou ce que je vais vous dire, mais en fait, ça fait quelque temps que l'Europe n'a plus accès de manière indépendante à l'espace. Pourquoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas en fait mettre des satellites en orbite, tout simplement. Pourquoi? Parce que Ariane 5 est à la retraite depuis 1 an. Vous avez les Soyouz russes qui ont été mis sur la touche à cause de l'invasion en Ukraine. Et ensuite, vous avez le fait qu'on a vraiment un problème de lanceurs lourds, donc, et aussi des problèmes avec les lanceurs plus légers, mais ça c'est un autre problème, ce qui fait qu'on appelle ça aujourd'hui la crise des lanceurs européens. Le deuxième problème, c'est évidemment d'essayer de rester dans la course face à SpaceX qui peut réutiliser ses lanceurs, qui est beaucoup moins cher. Juste pour vous donner un exemple, Mathieu Chaise disait 12 lancements d'Ariane 6 par an. SpaceX, en mai 2024, par exemple, en a fait 14. Donc c'est juste pour vous donner une échelle. C'est vrai que le programme d'Ariane 6 a connu beaucoup de déboires. Il y a eu la crise du Covid qui a créé des tensions sur la chaîne de production. Il y a eu effectivement des surcoûts. Mais le problème, ça a aussi été vraiment un problème de gouvernance et clairement, ça a créé un retard technologique important. Pourquoi c'est important? Parce que ça crée des problèmes de souveraineté. Je vous donne juste un exemple. L'ESA, par exemple, a été forcée de faire appel à SpaceX pour lancer Euclide, qui est un chasseur d'énergie noire qui montre énormément de prouesses. Aussi, il a dû faire appel pour lancer les satellites Galileo. Ça, c'est le système GPS de l'Europe. Donc, ils ont été obligés de passer par les Américains et donc, ça crée des problèmes de souveraineté. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le carnet de commandes d'Ariane 6 se remplit malgré tout, notamment avec une grosse commande d'Amazon. Bon, pour suivre la séquence en direct, je sais que Cyril Payen est complètement fan. Voilà, je voulais il trépigne d'impatience déjà presque. Hein. Alors, pour le voir, rendez-vous donc à partir de 19h30, un petit peu avant le lancement sur la chaîne YouTube ou la Web TV de l'ESA. Voilà, puis évidemment, forcément sur France 24, on vous montrera l'image.